Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre les vagues. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet très particulier pour moi. Pour rien vous cacher, ça fait plusieurs fois que j'enregistre cet épisode de podcast, puisque c'est pour moi un sujet qui m'a impacté très violemment sur plusieurs années de ma vie, qui peut m'impacter encore aujourd'hui. Je voudrais aussi faire une sorte de trigger warning au début avant d'écouter, puisque voilà, la plupart des sujets dont je vais traiter peuvent être légers, entre guillemets, mais là, je vais vraiment parler de violence, d'emprise psychologique, de violence physique, de viol également. Donc je préfère que mon audience soit au courant de ce sujet, puisque je sais que voilà, il y a des personnes qui sont pas forcément capables d'entendre ce genre de discours. Je suis persuadée qu'il peut être bénéfique pour beaucoup d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Donc voilà, je voulais que vous soyez au courant du sujet que j'allais aborder aujourd'hui. À l'époque, on est en 2015, je suis en terminale, j'ai 17 ans et je rencontre un garçon et très rapidement je m'intéresse à lui et je le trouve très intéressant, intelligent, il a beaucoup de conversations et je le trouve tout de suite plus intelligent que moi et il y a un peu une forme de fascination que j'éprouve pour ce garçon puisque j'ai l'impression qu'il coche un peu toutes les cases de ce qui pourrait m'intéresser chez quelqu'un. Et je dis pourrait m'intéresser puisque c'est la première fois qu'un garçon vraiment s'intéresse à moi et que je m'intéresse à un garçon également. On sort ensemble au bout de quelques jours, vraiment, je me pose pas vraiment la question de savoir si je veux être avec lui. Ça se passe bien, on passe des bons moments. Moi, j'ai jamais été en couple avant, donc je me suis dit que c'était un peu la suite logique. Donc je pense sincèrement qu'on sort ensemble au bout de 2 semaines après s'être rencontrés. Tout va très vite dans la relation et tout va très vite aussi dans les choses négatives de cette relation. Il a été violent très vite, violent psychologiquement d'abord, a assez souvent me rabaisser. Je lui avais parlé de l'histoire que vous connaissez avec mon père et très rapidement il a commencé à me dire que finalement mon père avait eu raison de partir, qu'il n'était pas sûr que je mérite d'être aimée, mais que heureusement que lui était là. Et en fait, il a tapé pile dans la blessure d'abandon que j'avais. Et je me suis dit, bah oui, il a peut-être raison en fait. Peut-être que heureusement qu'il est là, parce qu'avant j'avais personne, j'avais pas de copain du moins. Et là maintenant lui s'intéresse à moi. En plus, je l'avais quand même très rapidement mis sur un piédestal. Donc je me suis dit c'est une chance qu'il soit avec moi, c'est une chance qu'il s'intéresse à moi, qu'il me trouve jolie, désirable. Donc quelque part j'étais tout de suite dans une démarche de quand même cette personne s'intéresse à moi, il faut que je puisse être à la hauteur, il va falloir que je donne le maximum pour pouvoir mériter son amour. Et je pense qu'il avait cette personnalité déjà de base de domination et je lui ai simplement offert sur un plateau tout ce qu'il voulait à ce moment-là pour nourrir son ego destructeur et très narcissique. C'était bien sûr très inconscient, je me suis pas dit tiens je vais lui donner tout ce qu'il a envie pour qu'il puisse me détruire. Moi simplement je l'idolâtrais et je me disais que je devais être à la hauteur de son amour, à la hauteur de sa présence, à la hauteur de tous ses gestes et tous ses mots qu'il pouvait avoir envers moi. Je pense que ça fait énormément écho au précédent épisode que vous avez écouté, le fait de grandir sans mon papa. Il y avait déjà une grosse blessure de l'abandon, une blessure de la part de l'homme. Et je pense que très vite, je me suis dit que je devais mériter cet amour. Et encore, on en reparlera encore dans mes relations aujourd'hui. J'essaye de me défaire de ça, mais il y a vraiment une notion de mérite, moi, quand je suis avec quelqu'un. Et il vient de la faille de mon père, mais également de cet ex-petit copain, puisqu'en réalité, très souvent, il me disait si tu veux que je reste avec toi, si tu veux qu'on reste ensemble, si tu veux que je continue à être gentille, il va falloir faire ci, faire ça. Il y avait toujours une contrepartie, il y avait toujours une notion de mérite. C'est-à-dire que si moi je me comportais bien avec lui, il se comportait bien avec moi. Et c'est là tout l'engrenage. Puisqu'en fait,
se comporter bien, ce n'était jamais assez. C'est-à-dire que j'avais beau faire tout ce qui était en mon pouvoir pour bien me comporter, c'est-à-dire faire tout ce dont il avait envie, répondre à tous ses désirs, ne jamais poser de questions, ne jamais m'imposer, ne jamais parler trop fort. En fait, tout ça, ce n'était jamais assez. Donc après être partie sur des bases aussi peu saines au niveau psychologique, on est parti assez rapidement sur de la violence physique. De la violence physique, j'ai mis du temps à l'assimiler, du temps à la comprendre, puisque dans ma tête d'adolescente, la violence physique, les femmes battues, c'était des femmes qui étaient rouées de coups, c'était des femmes qui avaient des cocards. C'était pas la violence que moi je subissais. Donc comme je subissais pas la même violence que mon imaginaire, pour moi j'étais pas violentée et c'était un couple à peu près normal. Là où je dis que la violence était différente, c'est qu'elle apparaissait dans les moments d'intimité. Étant donné que j'avais 17 ans, je n'avais absolument aucune expérience, je n'avais pas vraiment même de rapport avec mon corps, donc pour moi c'était un peu le flou. Et donc je dirais au bout de peut-être 3 semaines, un mois de relation, on a eu notre premier rapport intime et tout de suite j'ai senti que la relation dominant-dominée dans la vie se retrouvait dans l'intimité. Et c'est là que les premières violences sont apparues, puisque j'étais pas forcément d'accord pour avoir un rapport ce jour-là. Et il m'a très vite fait comprendre que j'avais pas mon mot à dire. Alors moi j'avais quand même un fort caractère, donc je me suis rebellée. Je lui ai dit que j'étais pas d'accord et qu'il fallait qu'il me laisse tranquille. Et effectivement, il m'a laissé tranquille. On est parti se coucher. Et moi, je me suis réveillée dans le milieu de la nuit parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'allait pas. Et j'avais bien raison, puisqu'en fait, il était en train d'avoir une relation sexuelle avec moi, sans mon consentement. Ce qui s'appelle un viol. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et face à ce genre de situation, il y a 3 réactions possibles, qui sont le freeze, le flight ou le fight. Donc le freeze, c'est le fait de rester, vraiment de plus bouger, d'être figé face à la situation. On a la deuxième réaction qui est le flight, c'est le fait de choisir la fuite, de partir. Et le fight, c'est le fait de combattre et d'aller combattre cette situation dangereuse. Le freeze, le flight et le fight sont vraiment les 3 réactions comportementales qu'un être humain peut avoir face à un choc émotionnel ou à une situation traumatisante. On ne décide pas, on ne choisit pas quel comportement on va adopter à ce moment-là. C'est vraiment très inconscient. Et au vu de la relation, au vu des violences psychologiques qui étaient déjà très vite installées, et à ma surprise et à ma stupeur de la situation, j'ai complètement frisé, j'ai fait un arrêt sur image vraiment total, j'ai été incapable de bouger. Vous savez, comme dans un cauchemar où on essaye de crier ou de voir ou d'allumer des lumières et on n'y arrive pas, ben moi c'était la même chose. J'avais envie de bouger, j'avais envie de le pousser, de crier, d'hurler, et j'étais là, telle une statue, et en fait je pouvais rien faire, pendant que lui évidemment s'en donnait à cœur joie. Je l'ai entendu se rendormir, je l'ai senti très paisible à côté de moi. Et moi j'étais là, juste un corps sans âme. J'ai pas compris ce qui venait de se passer. Et à ce moment-là, on avait mis le pied dans une dimension dans laquelle j'allais plus du tout avoir de contrôle. Les semaines passent, les mois passent, la relation continue. Ce que je vous ai expliqué précédemment, j'en ai jamais parlé parce que je me suis dit que finalement c'était peut-être normal. Lui avait envie, moi j'avais dit non. Et il faut se rappeler aussi que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je suis toujours dans cette dynamique de, pour moi l'amour se mérite. Et je me disais, il faut aussi que je fasse des efforts. C'est ça aussi, être en couple. C'est si l'homme a un besoin, il faut pouvoir aussi l'assouvir. C'était aussi des paroles qu'il me répétait. Que lui, il avait des besoins et que si j'étais pas capable de les assouvir, à quoi ça servait qu'on reste ensemble ? Pourquoi avoir une copine si elle était même pas capable de lui faire plaisir dans des moments d'intimité ? Après cette première expérience qui a été extrêmement violente, ces comportements se sont répétés et finalement, le viol conjugal est devenu ma normalité puisque très rapidement, j'avais plus envie d'avoir de rapports sexuels
puisque sans m'en rendre compte, lors de ce premier traumatisme, j'ai totalement dissocié mon corps et mon esprit. Et le fait de dissocier comme ça décrit complètement la façon dont le cerveau se protège. En fait, il y a une surabondance d'événements traumatisants et d'informations. Et donc, pour couper en fait et vraiment continuer à vivre convenablement, il va tout de suite dissocier pour séparer le corps des émotions. Finalement, c'est à la suite de tous ces événements, que ce soit les pressions psychologiques ou les violences physiques, que l'amour que j'avais pour lui, l'admiration que j'avais, s'est transformé en peur totale et en emprise. J'étais plus amoureuse de ce garçon, j'avais peur constamment, il me menaçait tout le temps de me quitter, il m'appelait, il me disait tu fais quoi? Je disais bah rien, il me dit bah moi je suis en train de penser au fait que je vais te quitter, il raccrochait, il rappelait, il disait bon je prends la route, je suis devant chez toi. Et en fait, il n'était pas là. Et c'était que des... Il est là, il n'est pas là. Et des chauds froids comme ça. Et en fait, on vit dans la peur constante. C'est très difficile, en fait, de décrire la vie au quotidien avec quelqu'un de violent. J'ai eu plusieurs événements traumatiques au cours de cette relation. Et quand on parlait de la dissociation tout à l'heure, il y a aussi une partie des événements que j'ai oubliés. J'ai eu des souvenirs traumatiques qui me sont revenus plusieurs années après. Et il y a sûrement des choses dont je me souviendrai jamais. Et j'ai réfléchi à la façon dont je voulais construire cet épisode. Et pour moi, ça a été assez difficile parce que finalement, sur ces 2 ans de vie, j'ai forcément retenu beaucoup de choses, mais en fait, vous décrire un quotidien aussi insidieux dans la malveillance, c'est très compliqué. Et on est aussi souvent face à des réactions de ah bah moi, une première claque et je serais partie. Bah moi aussi je serais partie à la première claque. Mais ça s'est pas passé comme ça. Parce que il y a eu de la pression psychologique, il y a eu de l'amour et surtout il y a eu la peur. Et je pense que vous pourrez demander à beaucoup d'hommes et de femmes qui ont malheureusement été victimes de violences, des personnes qui restent pendant des années dans ce schéma-là, c'est la peur qui les retient. C'est la peur puisqu'en fait, à un moment donné, on prend conscience de ce qui se passe et on commence à se rebeller, on commence à... En tout cas pour ma part, j'ai commencé à un moment donné à lui dire que ça c'était plus possible, que je n'acceptais plus. Et en fait, après on est parti dans la surenchère. Et c'est là où c'est très difficile de se lancer dans un jugement par rapport à ce genre de relation. C'est que tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'est pas à l'intérieur, on ne sait jamais vraiment ce qui s'y passe. Il y a aussi une autre mesure que j'aimerais aborder. Dans cette relation, je me suis énormément excusée. Puisqu'en fait, toute cette pression et cette violence psychologique revenait à dire que tout était tout le temps de ma faute. Par exemple, il faisait quelque chose qui ne me plaisait pas, je lui en parlais, et j'étais soit quelqu'un qui n'était pas cool, soit j'étais pas une personne compréhensive, soit j'étais une mauvaise petite amie, et finalement, il se mettait à s'emporter et à me reprocher des choses et à me dire « Tu vois dans quel état tu me mets? Tu te rends compte là ? Je passais un bon moment et à cause de toi je suis en colère, à cause de toi on se dispute, c'est ça le couple que tu as envie d'avoir, et voilà, bah non t'as pas envie de ça, mais vu que t'es incapable de réparer tes failles et tes blessures que t'as eues avec ton père, et bah finalement j'en viens à m'énerver, j'en viens à te reprocher des choses alors que moi à la base tout allait bien, de toute façon qu'est-ce que tu veux me quitter, c'est ça en fait, t'as envie de me quitter, dis-le moi, donc là je me mets à lui dire mais bien sûr que non, tu sais que je t'aime, j'ai pas envie de te quitter, et là j'ai peur, parce que un homme en colère, en tout cas cet homme en colère, me faisait extrêmement peur. Donc tout de suite, j'ai essayé de calmer le jeu. Et donc là, il me disait, bon écoute, t'as été dur avec moi ce soir, mais tu vas pouvoir te rattraper. Et hop, et on re-rentre dedans, tu vas faire des choses pour moi. Et en fait, c'était ça constamment, c'est-à-dire que j'avais de l'argent de côté, j'ai dilapidé tout mon argent parce que il avait envie de ça, il prenait ma carte bancaire, il avait envie de partir en week-end avec ses potes, et ben il partait en week-end avec ma carte bancaire. Voilà, on était dans ce genre d'engrenage finalement. Je voudrais aussi préciser que j'ai toujours eu du caractère pour dire les choses, pour essayer de m'imposer, de m'affirmer. Alors, pas autant qu'aujourd'hui. À l'époque, j'avais 17 ans, donc on est forcément moins sûr de soi. Et puis, voilà, moi, j'aimais pas le conflit, donc j'essayais de dire les choses plutôt gentiment, mais j'essayais de les dire quand même. Et je pense que c'est important de le préciser parce que dans cette relation, j'ai essayé de dire les choses, j'ai essayé de m'en aller et j'ai essayé de dire stop à la violence. Malheureusement, j'étais face à quelqu'un qui était déjà plus fort que moi physiquement et de qui j'avais peur.
Mais je me suis quand même rebellée. C'est arrivé quelques fois, très peu, puisqu'en fait, il me faisait pire que ce pourquoi je me rebellais. Par exemple, j'étais contre un rapport. Il essayait forcément de passer outre mes désirs et mes envies. Donc on était sur un rapport non consenti. Je me suis déjà énervée plusieurs fois. Finalement, pour que vous puissiez comprendre l'échelle de la violence et le degré de perversité qu'il avait, il m'est arrivé une fois de me rebeller, de le pousser. Donc lui me retenait parce qu'il avait plus de force. Et je me souviens, je me suis mise à pleurer en lui suppliant d'arrêter. Et il m'a dit, tu crois que c'est excitant une femme qui pleure? Il a pris l'oreiller et il m'a étouffée avec. Quand je vous dis étouffée, il n'a pas juste pas voulu voir mon visage. Il a appuyé de toutes ses forces pour que j'arrête de pleurer en fait. Et c'est là où la dissociation finalement sauve des vies quelque part. C'est que moi j'ai vécu énormément de situations comme celle-ci avec en plus de ça, en plus des comportements très violents qu'il pouvait avoir comme le fait de m'étouffer. Au fur et à mesure du temps, il a commencé également à être violent physiquement. Alors, on est bien d'accord, un viol est une violence physique, mais je vous parle de mettre des coups. Ça s'est accentué. Et en fait, je m'en suis bien rendu compte puisque dans ce genre de relation, il y a une échelle, c'est-à-dire qu'on a commencé par une petite violence psychologique, puis elle s'est intensifiée, puis on est passé sur des menaces, puis on est passé sur des viols, la peur, les violences physiques. Et en fait, à un moment donné, ça faisait presque 2 ans que j'étais avec lui, et je me suis dit, jusqu'où ça va aller en fait? À quel moment je vais pouvoir me sortir de cette situation, puisque j'avais l'impression que dès que je trouvais une raison de le quitter, en fait, il se passait quelque chose de pire. Et je me disais, bah non, je vais pas le quitter pour la raison à laquelle j'ai pensé, parce que vu qu'il a fait un truc pire, en fait, je savais plus quel était, au niveau de l'échelle de la violence, je savais plus ce qui était acceptable. Finalement, me faire insulter, c'était devenu mon quotidien. Donc, est-ce que quand il me frappait pas pendant 1 mois, bah, je restais avec lui, mais il continuait de m'insulter, mais est-ce que c'était assez légitime pour le quitter? J'étais complètement perdue et encore une fois j'avais aucun repère, c'était la première personne avec qui je sortais et j'avais extrêmement peur. Pour le redire, c'est important de placer la peur au milieu de tout ça. Alors finalement, comment on part? Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Moi je suis partie au bout de la 7e fois. Je l'ai quitté 6 fois avant de réellement partir. Pourquoi? Parce que parfois j'étais pas vraiment convaincue, j'étais très fatiguée et en fait j'avais pas forcément la force de me battre. Et comme un chasseur n'aime pas perdre sa proie, dès que je le quittais, il revenait, il m'appelait sans cesse, il était devant chez moi et il m'offrait des fleurs et des excuses. Et en fait il m'avait à l'usure à chaque fois et il me disait que ça allait changer. Donc moi naïvement je le croyais. Et puis finalement, c'est pas parce qu'on quitte quelqu'un qu'il sort définitivement de notre vie. J'avais beau lui avoir dit c'est fini, en fait les contacts étaient toujours aussi intenses. Finalement, j'aurais pu aussi le bloquer. Mais vous savez, quand ça fait 1 an et demi, 2 ans, que tous les jours on vous dit tu es une merde, tu ne vaux rien. Si je ne suis pas avec toi, personne ne voudra de toi, personne ne t'aime, tu n'es pas légitime d'être aimé, tu ne mérites pas l'amour. Heureusement que moi je te considère parce que estime-toi heureuse en fait d'être avec moi. Et en fait tout ça, ça finit par rentrer dans votre tête quand c'est répété tous les jours. Et donc je crois que quand je le quittais, sur le moment j'avais pas la force de le bloquer et j'avais surtout, je pense, envie qu'il change. Et j'avais pas envie de le laisser. Je me disais aussi que c'était quelqu'un qui était très triste et qui avait peut-être besoin d'aide. Donc écoutez, je sais pas, je pense que c'est les excuses un petit peu que je me trouvais. Mais il m'a fallu une dernière fois, une dernière soirée de violence. Ça a été la soirée la plus violente de toute ma vie, à tel point que je pensais pas en fait qu'on pouvait autant frapper quelqu'un. J'ai eu l'impression que ma peau se déchirait sous ses coups. C'est une sensation que j'avais jamais vécue et que Dieu merci je ne revivrai jamais. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, j'étais emprisonnée physiquement, je veux dire, sous son poids, mais je me disais, il faut que je m'en aille, il faut que je réussisse à partir, parce que si je reste là dans cette pièce,
il va finir par me tuer. C'était tellement intense, il me frappait tellement fort et sans arrêt en fait. Il n'y avait aucun moment de répit que j'ai fini par réussir, je ne sais comment, à le déséquilibrer et à ce qu'il tombe par terre pour que je puisse m'enfermer dans la salle de bain. Et j'entends au loin, j'entends qu'il tape à la porte, qu'il hurle, qu'il m'insulte. Et en fait, moi, à ce moment-là, je suis... Vous savez, comme quand on a des acouphènes ou quand on a écouté de la musique toute la soirée en boîte de nuit, qu'on rentre, on n'entend plus rien, ce qu'il y a autour de nous. C'est exactement la sensation dans laquelle j'étais. J'étais comme dans une bulle. Et en fait, je me suis regardée et j'avais l'impression d'être une petite fille. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Je me suis dit, j'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Pas maintenant, pas comme ça. Alors j'ai attendu, et je crois que ce qui m'a tiré de mes pensées, ça a été le silence. Il n'y avait plus un bruit. Alors je suis sortie. J'avais envie de vomir de peur. Et je l'ai retrouvé dans la chambre, en train de pleurer. Je l'avais jamais vu pleurer, ça m'a fait bizarre. Je m'approche de lui, il se met à genoux, et il me dit « Ça fait 2 ans que je te bats, que je te viole. Je suis désolée, je suis malade, il faut que tu m'aides. » Il ne m'avait jamais dit ça, il n'avait jamais reconnu quoi que ce soit en 2 ans. Et là, je me suis dit, c'est à ce moment-là qu'il est allé trop loin, même si, je vous l'accorde, il était déjà allé trop loin bien avant, mais c'est là où je pense que lui, en fait, avait dépassé ses propres limites. En fait, il était tellement parti en transe dans cette sauvagerie que je pense qu'il s'est fait peur et il s'est pas reconnu. Moi, à ce moment-là, je suis toujours dans mon instinct de survie. Donc je le prends dans les bras et je lui dis que je vais être là pour lui, je lui dis que je vais l'aider. Je n'y crois pas une seconde, bien sûr, mais je peux vous dire que quand on a peur et quand on a envie de vivre, on sait très bien mentir et on sait très bien être une bonne actrice, et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait comme si de rien n'était. Et on a passé la soirée et le lendemain, j'ai fait le petit déjeuner comme si de rien n'était, mais je savais que je partirais, que je ne le reverrais plus. Ça y est, j'avais eu ce déclic, j'avais compris. C'était maintenant qu'il fallait que je m'en aille. Si j'acceptais ça, si je passais ça, j'allais passer dans un palier qui allait être beaucoup plus ingérable, incontrôlable, c'est quelque chose qui allait complètement me dépasser. Et j'avais pas envie de cette vie-là. J'ai fini par vraiment le quitter donc, par téléphone, parce qu'on habitait loin et parce que j'aurais jamais eu le courage de le faire en face. Je l'ai bloqué, alors après il a fait plusieurs comptes, il a essayé de me recontacter plusieurs fois, et il m'écrivait pour me dire qu'il allait se suicider, pour me dire que j'étais la femme de sa vie, et après me dire que j'étais une connasse, et après me dire qu'il était amoureux de moi, et après me dire que j'étais la pire chose qui soit arrivée dans sa vie. Et voilà, ça a été comme ça pendant plusieurs semaines, et puis un jour plus rien. Ce type de relation, elle arrive de façon très insidieuse, à n'importe quel âge. Les personnes qui sont aussi toxiques et narcissiques et avec un réel fond méchant, elles savent exactement vers qui se tourner. Elles connaissent leur proie et elles savent comment attaquer et comment s'accrocher en fait à notre vie et plus vouloir s'en défaire. Je voudrais vraiment que vous compreniez que c'est pas au bout d'une claque qu'on s'en va. Partir, c'est pas aussi facile, sinon je peux vous dire qu'il y aurait très peu de femmes battues en France et dans le monde si c'était aussi simple. Je vous invite à ne pas juger ces personnes, à être dans la compréhension et à écouter leur histoire, parce que finalement c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ça peut arriver à n'importe qui. Et que la violence, c'est pas simplement se prendre une claque, c'est toute une noirceur qui s'ancre et qui s'enroule autour de notre monde. Et l'emprise, c'est un facteur psychologique qui est extrêmement puissant. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet si vous avez des personnes de votre entourage qui vivent ce genre de choses ou si vous l'avez vécu, à essayer de comprendre à quel point ça impacte le psychologique. Et surtout, si vous êtes dans cette situation ou si vous connaissez des personnes dans cette situation, n'hésitez pas à composer le 3919. C'est un numéro gratuit et anonyme qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet de venir en aide aux victimes, et ils peuvent également vous renseigner s'il y a des situations où vous n'êtes pas sûr, où vous ne savez pas comment agir. Ils sont là aussi pour vous conseiller. Si vous êtes dans cette situation, je vous envoie toute ma force et mon courage pour partir. Vous ne méritez pas cette vie-là. Parlez-en autour de vous. Essayez de vous faire aider. Essayez de comprendre que vous êtes une personne qui mérite bien plus que ce genre de vie.
Et pour des personnes qui l'ont vécu et qui s'en sont sorties, les autres épisodes vous feront peut-être écho, puisque finalement, une fois qu'on s'en sort, c'est là que le vrai combat commence. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à échanger entre vous. J'aimerais vraiment connaître votre avis sur le sujet. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.